Bon, mais cool. Ouais. Merci pour votre introduction. Alors, je ne sais pas si on se lève, on reste assis. Non, bon, on reste assis, c'est très bien. Du coup, moi, ce que je vous propose ici dans ce webinaire, ce workshop, en termes de timing aussi, on est dès quelle heure? 17h24. C'est pendant, grosso modo, une demi-heure, on échange, je vais vous présenter en fait des best practices sur la présentation d'une offre. Okay. Je vais vous montrer après un exemple très concret. Comme ça, on reste avec des concepts théoriques, mais surtout avec un client qu'on accompagne, je vais vous montrer du coup ce qui nous semble être vraiment une offre qui est bien ficelée, bien présentée. Et donc, ça va nous mener jusqu'à 18h, 18h15. Je suis très heureux. Enfin, on est en petit comité, donc vraiment posez vos questions. C'est très cool. Interrompez-moi surtout. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une ou deux offres en fonction du temps qui nous reste, que vous aurez déjà peut-être préparées et qu'on peut regarder ensemble. Et puis on échange quoi. Donc voilà. Et puis après, on prend une super photo et on se prend un verre et puis c'est cool. Du coup, ouais, Alors, sur l'enregistrement? Ouais, depuis un petit temps, on a fait déjà. La première chose, je trouve quand vous faites une offre, je vais peut-être vous poser la question, combien de temps ça vous prend de faire une offre, grosso modo? Une demi-heure, une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie? Je te laisse répondre. Pour un client en particulier, n'importe, en moyenne, tu vois. C'est juste pour vous faire prendre compte. Je vous pose la question, c'est pas par hasard, quoi. Ouais, nous, on est sur des offres quand même assez rapides, entre guillemets, entre la discussion avec le client, voir exactement ce que lui recherche, etc. Une offre peut être sortie en 20 minutes. Ok. Une offre sortie en 20 minutes, mais tu as eu aussi tout le travail qui était au préalable de préparation. Tout à fait. Voilà. Et des discussions avec ton client. Oui, tout à fait. L'établissement de l'offre, je ne sais pas des cahiers de charges, des choses compliquées, donc c'est assez rapide. On a des comptes à vendre, etc. Donc c'est assez cadré. Après, en fonction effectivement du client, on va adapter un petit peu l'offre, mais globalement, sur 20 minutes, on a fait une offre. Et donc, votre temps a de la valeur, comme tout le monde ici, je pense que c'est normal, même si vous vous lancez, peu importe, votre temps a de la valeur, vous valez de l'argent. Il faut vous dire ça. Et donc, la première chose, en fait, c'est simplement, c'est que l'offre doit être doit être méritée par votre client. C'est très con, mais il n'y a aucune raison que vous soyez moins ou plus important que votre client. C'est juste un échange, fournisseur-client. En fait, on est des partenaires, peu importe. Moi, je vois plein de freelance qui se lancent et qui disent « Ouais, moi, je vais trouver gratos. » Attends, c'est pas ça. À la limite, tu peux faire un mock-up qui est gratuit en échange d'une super référence qui est financée par ton client, mais ne fait jamais des choses gratuitement. Et donc, quand je dis ça, c'est envoyez pas votre offre par email sans prévoir un slot pour en discuter. Donc, réservez au moins une demi-heure pour en parler. Idéalement, alors maintenant avec le Covid, ça a beaucoup changé. Avant, c'était physique, tout le monde faisait tout en physique. Maintenant, c'est à distance, on est cool par rapport à ça. Et il faut vous dire aussi que si votre client n'accepte pas, bonjour. Mets un peu ta diapo en grand. Ouais, mais En fait, tu dois inverser. Tu dois inverser. Attends, paramètres, c'est bon. Paramètres d'affichage, tu dois inverser. Bascule en mode présentateur. Ça, ouais. Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc, il faut vous dire que si votre client n'a pas pris la peine d'accepter une invitation d'une demi-heure, dit ouais, envoyez-moi l'offre par email, c'est un red flag direct. Ouais, c'est bon. C'est mort. Il n'est pas intéressé, vous n'avez pas fait bien votre qualification, et je vais y revenir, c'est mort, ne le faites pas, quoi. Vraiment super important. Et du coup, j'en reviens à ça, en fait, ça, à la base, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ok, on envoie plein d'offres et on ne sait pas toujours si ça va aboutir ou pas. Pour vous donner une idée en termes de KPI qu'on se fixe, il faut que vous envoyez, en grosso modo, quand vous envoyez une offre, vous présentez une offre, on ne l'envoie pas, on la présente. On la présente ensuite, on l'envoie. Il y a un taux de closing de 50%, minimum, grosso modo. Alors, je suis d'accord, quand vous êtes c'est sur un cahier de charge et que vous avez 4-5 concurrences, c'est peut-être autre chose. Un marché public, c'est un marché public. Tu dois l'envoyer. Ouais, tu dois l'envoyer, mais encore, tu peux encore te poser la question, est-ce que je vais participer ou pas? Ça, c'est déjà une question préalable à se poser. Mais quand c'est pas, c'est dans le privé. Normalement, si tu as bien fait ta qualification, tu es à ce taux-là, quoi.
Et on en revient à ça. On l'avait vu lors du précédent webinaire, pour ceux qui étaient là. Le BANS, c'est vraiment, je dis toujours, c'est super simple à retenir parce que c'est une technique de qualification qui permet de déterminer si ton client est chaud ou pas. Ça veut dire que c'est très objectif. Hein. Et quand vous mettez en place un CRM type Spot, Salesforce, peu importe, Dynamics, tout ce que vous voulez, il y a des moyens de passer d'une étape à l'autre en validant ça. Et tant que votre BANT n'est pas validé, vous n'avancez pas. Le BANT, c'est quoi? C'est déterminer si votre client a un budget. Okay, donc, vous avez parlé avec déjà le A, l'autorité, c'est-à-dire la bonne personne. Si je prends quelques exemples, je ne sais pas, si c'est le CEO d'une PME, okay, on sait que ça, c'est la bonne personne. C'est lui qui aura l'autorité de signer. Mais parfois, vous avez un sponsor. Votre sponsor, ça peut être, sinon dans les HR, ça peut être, c'est pas toujours le HR manager, hein, ça peut être la personne qui s'occupe des feeds, ça peut être la personne qui s'occupe, je sais pas, l'office manager, bref, mais il faut au moins que, d'une part, vous ayez validé que c'est la bonne personne que vous ayez en ligne, à laquelle vous allez présenter l'offre, qu'il y a un certain budget qui a été alloué, en tout cas qui vaut une valeur, et vous pouvez, du coup, ils ont le droit de recevoir votre offre, qu'il y a un besoin, ça c'est la base, et aussi qu'il y a un timing. Alors, vous pouvez poser deux petites questions. Quel est, selon vous, l'aspect le plus important dans le BANS, hein? Donc, selon vous, c'est quoi la lettre qui fait que vous pouvez aller plus loin, pas? Enfin, vous pouvez vendre à condition de remplir une de ces cases-là. C'est quoi la case, selon vous, qui... Bonjour. Le NID, ouais. Bonjour. Ouais. Bonjour. Tu peux, effectivement, tu as raison, c'est le NID. Hein. Bonjour. L'argent, ça peut se trouver. L'autorité, en général, quand tu as un besoin ou que tu crées le besoin, tu peux trouver le besoin. L'autorité. L'autorité, ouais, c'est clair. Ouais, moi, j'allais sur l'autorité à la base. Non, mais c'est plein de gens qui ont des besoins, mais moi, j'ai le nombre de managers qui ont des besoins, mais ils n'ont pas l'autorité de ouais. Ça... Une fois que le s'il a de l'autorité, il a le budget, le nid est en dessous, il suffit de le faire remonter. Le timing, bon, ça chacun a tout important. L'autorité, si tu n'as pas l'autorité. C'est pas le budget, il n'y a pas tout est important. La base, c'est quand même le besoin, tu vois. Après, effectivement, l'autorité est super importante. C'est les deux, effectivement, les plus importants. Le budget, ça peut se trouver. Mais si on est créatif, ça peut se trouver. Et le timing, en fait, ça, c'est toi qui vas le provoquer. C'est un rétro-planning que tu vas mettre en place et tu vas projeter ton client, en fait. Donc, il y a différents trucs pour faire ça. Mais donc ça, c'est la base. Moi, je vous conseille vraiment d'aller, quand vous avez une offre aussi, de checker si ton BANT a été bien établi. Alors, il y a d'autres techniques de qualification. Il y a le Scotsman aussi. C'est un peu plus poussé. Ça prend en considération également le fait qu'il y a une concurrence ou pas. Donc là, on garde ces aspects-là. Mais l'avantage ici, tout le monde sait retenir ça. C'est 4 lettres. Scotsman, tu es là, ça correspond quoi, le S, le C, le O, le T. Quand tu mets en place des acronymes comme ça dans des boîtes, il faut que ce soit simple. Sinon, moi je vois bien des boîtes qu'on accompagne, ils ont mis un truc qui s'appelle le SPICE, et puis après tu demandes à un commercial, mais c'est quoi le SPICE? C'est SPICE, c'est épicé, quoi. Mais c'est cool, mais. Bon, après, c'est une autre histoire, mais c'est des process à documenter aussi. Hein, donc voilà. Après, une fois que tu as le rendez-vous et que donc ton BANT est effectué, que le client mérite de recevoir, donc on présente ton offre, il faut que lors de la presse, vous établissez avec lui clairement des objectifs l'objectif principal en fait de l'offre. Ça paraît très bête. Alors, il y a deux manières. La première, c'est vous pouvez le mettre dans l'agenda directement, vous envoyez l'invitation, et l'objectif, c'est voilà, vous me dites juste simplement à la fin de ce rendez-vous, si concrètement vous allez avancer ou pas. C'est simple, hein, mais vous anticipez tous les problèmes de ah ouais, mais en fait, j'avais pas compris que oui, mais en fait, non, ok, directement, vous savez quoi. Donc c'est une manière de mettre en place des objectifs et de. Est-ce que ça se fait par écrit comme ça Alors, assez abrupt. Effectivement, ça peut être très abrupt par écrit, mais tu peux le faire par oral, il n'y a aucun souci, quoi. Mais tu le dis en fait dès le début. Est-ce que je conseille quand tu commences alors
quand tu es dans ton offre, tu es déjà assez loin dans ton process, donc tu connais déjà un peu le client. Mais la première chose, c'est de recontextualiser les choses. Dire, voilà, si j'ai bien compris, votre besoin, c'est ça, c'est ça. Vous avez besoin d'une solution qui vous permette de faire ça. On est bien d'accord. Et ensuite, tu dis, bah voilà, vous savez quoi, moi, ce que je vous propose, je vais vous faire une démonstration aujourd'hui. Si ça vous convient, eh bien, je vous propose après d'avancer, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Et là, tu laisses un moment de silence. Peut-être un qui dit toujours un petit peu de silence. Ouais. Et donc là, tu as une deuxième phase. Donc, démonstration, des petits trucs. Je peux vous donner maintenant qu'on fait énormément de choses à distance. C'est tout bête. Et on ne le fait pas assez, mais utiliser 2 écrans. Comme ça, vous voyez le langage non verbal de la personne. Important. Parfois, il y a des gens, on serait étonnés, hein, des clients qui étaient en train de s'occuper de son chat ou je ne sais pas trop quoi. Il croit qu'on ne le voit pas. Et lors de la démonstration, qui peut être assez longue, c'est une phase où clairement, tu vas en fait renforcer ta proposition. Enfin, ta banque remontrer le prix en tant que tel. Tu vas renforcer ta solution. Il faut que le client se projette. Comment tu le fais? Tu lui montres des exemples qui vont te rassurer. Tu lui dis, voilà, on a travaillé avec une boîte qui est similaire à la vôtre, au même secteur d'activité, et eux, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à la solution qu'ils ont mis en place, c'est ceci. Et donc, en fait, toujours montrer le délivrable qui est derrière et pas parler de bénéfices du genre ça coûte 50 € par heure ou un truc comme ça. Ça c'est... By the way, pour ceux qui sont freelance, qui est freelance aussi? Okay. Vous êtes sur des plateformes comme genre Malte quoi ou... Non, okay. Cool. On connaît les plateformes. Mais... Ok, très bien. Ouais. Sur Bivoper. Okay. Dernière chose, le pré-closing, ça c'est super important aussi quand vous, dans votre phase de démonstration, il y a différents moments. Il y a des moments qui sont des temps morts, des temps forts également. Et quand vous allez donner un exemple, par exemple, c'est un temps fort, un exemple d'une société qui est similaire. Ok, je parle avec, je sais pas moi, avec Price, je parle de Deloitte. Ok, c'est assez évident. Pré-closer, dire, est-ce que ça vous parle? Et là, vous laissez un petit en séance. Ouais, effectivement, ça me parle. Vous laissez le client rebondir là-dessus, quoi. Parler maximum 3 minutes d'affilée sans poser de questions, sans s'arrêter. Je suis un grand parleur. Ouais, mais c'est pas grave de parler beaucoup, mais par contre, fais le test, tu vois. À l'inverse, toi, imagine-toi, tu as quelqu'un en face de toi. Enfin non, n'imagine pas, fais-le. Et il parle 3 minutes d'affilée comme ça, sans s'arrêter, sans poser de questions et tout. Waouh. Ouais. Et les mecs qui font des speeches, genre Obama et tout ça, ils ne parlent pas 50 minutes d'affilée. Hein. Il fait des pauses, il s'arrête, il voit quel public applaudit, ok, cool. Il a fait une blague, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné? En général, ça fonctionne avec lui, donc ouais. Après la démo, et avant de présenter en fait le pricing, il y a une phase que moi je trouve super importante et que j'affectionne particulièrement, c'est juste revalider. Tout est ok, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Il y a trop d'exemples où j'ai vu, ok, on a fait la démo, en fait, on était complètement à côté de la plaque. En fait, c'est une phase super importante parce que tu peux toujours rebondir. Et en fait, finalement, on a parlé de, je sais pas, une solution de marketing digital ou une solution d'IT, mais en fait, finalement, son besoin, on n'était pas tout à fait dedans. Donc, tu peux toujours te rattraper à ce moment-là. Et ça, c'est... moi, personnellement, c'est quelque chose que je vois au début. Parce qu'avant le début, je dis, voilà, je récapitule au final le but de la démo. Et puis, voilà, moi, j'ai une grosse boîte d'outils avec plein de choses. Je ne vais pas vous raconter tout. Ce qui m'intéresse, c'est de machin. C'est quand même quelque chose qu'on fait aussi à la base, au début. Ouais, tu le fais au début quand tu sets de ton, c'est-à-dire que quand tu mets les objectifs de ton meeting, tu vois. Okay. Tu vois, c'est OK. Je connais ton, enfin, tu connais pas le nom de ton produit, mais si j'ai bien compris vos besoins, c'est ceci. Du coup, la solution qu'on va proposer, elle va vous permettre de faire ça. On est bien d'accord, on est en ligne. OK, go. J'y vais, je fais ma démo. Et puis après, derrière, OK, est-ce que vous avez des questions? Et donc, du coup, tu repointes vers ton point de départ. Est-ce que c'est bien aligné, quoi? Est-ce qu'on est OK, quoi? J'ai une belle question. Il y aura moyen d'avoir les slides après? Oui, bien sûr. Non, c'est cool. Ouais, bien sûr.
Ça paraît, c'est aussi important pour donner de l'espace, qu'en fait, c'est normal, hein, en fonction des personnalités, tu as des gens qui vont être très, très impulsifs, très rapides, au taquet, ils vont vouloir que tu avances et tout. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est un peu des rouges, tu vois, ils sont assez impatients. Et tu as des gens à l'inverse, un peu les mecs qui vont voir une bagnole et qui vont aller regarder ce qu'il y a dans le capot et tout, toutes les pièces dans la mécanique, qui vont avoir besoin de temps pour assimiler l'information. Tu vois, donc cette partie-là est importante pour ça aussi. Et en fonction du type de personne que tu as en face de toi, alors évidemment, le contexte est un peu différent quand tu prends ton offre à une personne versus à 4. Et là, c'est plus compliqué de faire attention à ce genre de choses-là. Mais si tu as une personne ou deux, tu peux adapter ce timing aussi. Donc, tu vois, les 5-10 minutes, ça peut être parfois, pour une personne, c'est hyper important de tout comprendre. Elle va te demander, ouais, mais attends, je sais pas moi, ton produit, est-ce qu'il a bien compris le support? Le support, c'est bien 2 heures. Et quoi, c'est 2 heures par Zoom ou bien c'est 2 heures en physique, quoi. Ça, c'est typique genre de questions hyper analytiques, les bleus. Ils vont apinailler pour le moindre détail. Voilà. Moi, c'est pas trop mon profil, mais chacun, il n'y a pas de mauvaise type de personne, quoi. Après, vous êtes dans la phase de pricing, qui est évidemment la phase la plus importante. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, vous avez bien fait votre binds et que forcément, vous avez déjà évoqué le prix au préalable. Au moins, donner une fourchette, quoi. Alors, si c'est du SaaS ou même dans des marketplaces, hein, parfois le prix est affiché, il n'y a pas de négociation. Ça, c'est une possibilité. Sinon, les CharTech, c'est différent. On est plutôt sur un accompagnement, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon. On va dire c'est cas par cas, mais il y a un peu de discrimination au niveau des prix. Si t'es EY, tu vas payer plus, et si t'es sans bras, tu paieras moins. Ouais, ça dépend du ticket qu'il y a derrière. Ça dépend du ticket qu'il y a derrière. Ah, c'est clair. Non, mais par contre, c'est légitime que la personne avec qui ton interlocuteur t'ait demandé au préalable une fourchette de prix. Et tu dois pouvoir la donner. Sinon, c'est un manque de professionnalisme. Et si tu ne te demandes pas le prix, ça c'est un petit truc aussi. Si tu ne demandes pas le prix alors que tu as déjà fait 1 ou 2 démonstrations avec la personne, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous ne parlez pas à la bonne personne, l'autorité. Bon, en général, c'est clair, je fais une démo et le gars ne me parle pas. Je n'avance pas sur le prix tant que la personne n'a pas demandé. Quand elle m'a demandé ça coûte combien, etc. Alors, effectivement, on commence à en parler. Mais je me dis, s'il n'en parle pas, soit je me suis complètement loupé, soit c'est vraiment pas la même personne, quoi. Quand tu évoques le prix, ici, en général, ce qu'on fait, c'est présenter des packs. Ça, c'est les conseils que tout le monde vous donne, et c'est vrai, c'est applicable, ça permet d'automatiser, ça permet de gagner beaucoup de temps. En général, 3 packs, 2 voire 3, option A, B, C, comme ça. Le client a l'impression de choisir. Pas l'impression, c'est le cas. En fait, un petit truc, c'est présenter celui qui est le plus cher dans un premier temps, mais aussi, surtout, expliquer en quoi est-ce que ce pack peut leur parler, peut leur convenir ou pas. Et donc, par exemple, je dis quelque chose, je dis le pack A, il va convenir à EY pour telle raison. Et imaginez, je parle avec Deloitte, voilà, ça a parlé, quoi. Le pack B, il va convenir à un concurrent de Capgemini, je ne sais pas moi, ou Michael Page, quoi, pour telle raison. Et donc, en fait, donner des exemples de social proof de vos clients qui ont pris ce pack-là et pour quelles raisons et qu'est-ce qui leur a amené, quoi. Et ça, de nouveau, ça permet de se projeter beaucoup plus et d'être en phase, finalement, avec le pricing. Et pourquoi le cher en premier? C'est une bonne question, parce que c'est toujours un peu l'aspect psychologique, hein, quand on te dit, tu demandes c'est quoi le prix, et puis on te dit ok, c'est 10 000 balles, ça, tu vois, et puis en fait finalement, puis tu as une autre option qui est à 5 000 balles, tu retombes, toi tu as plus facile à tendance à acheter le 5 000 que le 10 000, tu vois. Ouais, mais tu termines avec ton offre la moins intéressante pour toi, au final. Oui, mais avec le social proof, tu vas rééquilibrer les choses, tu vois. Parce que tu vois, je vais te donner un exemple très concret avec Bernard Canin chez Odoo, tu vois.
Je sais que je ne me suis pas présenté, mais voilà, en partie, j'ai trouvé. Ouais, j'aurais été curieux, en fait, de savoir un peu. Je vais rentrer par après. Ok. Mais chez Odoo, par exemple, tu vois, il y avait 3 options pour le client. Okay, en gros, pour une implémentation. Soit la première option, c'était il passait par un partenaire. La deuxième option, c'était il faisait tout lui-même. Et puis la troisième option, c'était celle qu'on préconisait, évidemment, dans notre département, c'était une assistance à l'implémentation. Je vais expliquer très rapidement, il passait par un partenaire, c'est OK, on expliquait au client, écoutez, voilà, c'est ce que vous avez besoin d'énormément de customisation, le partenaire fait tout à votre place, et ça va coûter entre 20 et 100 000 euros. Voilà. En général, il faisait, ouais, c'est super cher. Ouais. Non, mais c'était pas faux. Hein. Tu as besoin de customisation, tu as besoin de trucs, tu sais, ça va très très vite, quoi. Et 20 100 000 euros pour l'implémentation d'un ERP. Tu avais les packs, tu avais encore 20 heures, 40 heures, 50 ouais, mais bon. Après, mais ça faisait mal au cœur. Ça faisait quand même voilà. Deuxième pack, qui était vraiment le moins cher, c'est tu te débrouilles par toi-même. Ouais, il y en a qui ont fait ça. Je dis, voilà, le gouvernement portugais, ils l'ont fait. Ça marche. Alors, ça leur a pris 5 ans. Donc là, évidemment, on leur fait peur. Mais ils ont des ressources et ce n'est pas une mauvaise solution. Tu vois, on grossissait un peu le trait, mais c'était la vérité. Donc, voilà. Et puis, la dernière solution, et finalement, c'est celle que tu veux pousser, évidemment, c'était l'assistance d'implémentation. Alors là, du coup, c'était entre 3 000 et 10 000 euros. Ça comprenait ça, et en gros, en fait, on te fait monter en compétences et tu fais l'implémentation avec des équipes qui sont expertes. Celle que tu veux vendre, c'est la troisième. Évidemment. Ouais. Donc, c'est pas dans l'ordre de prix. C'est là où je suis pas. Mais c'est pas nécessairement dans l'ordre de prix. En ce cas-ci, oui. Ouais. Tu vois, t'es la plus chère, puis après, c'est vraiment dire, OK, ça, c'est bon. Ouais, le plus important, c'est le pricing, c'est un aspect, mais c'est surtout le social proof. À qui ça convient, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est par phase. Ouais. C'est par phase. D'abord, tu fais peur, et puis tu rassures, et puis tu présentes ce que tu veux vraiment. Exactement. Le sandwich au caca. Sandwich au caca. T'appelles ça comme tu veux. J'ai une question, parce que je suis assez facturé, parce qu'au final, tu parles plus cher, ce qui est le plus rentable pour nous, entre guillemets, à vendre au final quelque chose qui va être un de tes produits les moins chers. Non, c'est pas le moins cher. Hein. C'est celui qui convient au client, tu vois. OK. Mais donc, je ne comprends toujours pas pourquoi commencer par le plus cher. En fait. Parce que de nouveau, en premier temps, tu vas montrer en fait un pack qui va être peut-être, ça dépend du client, tu vois, mais qui va peut-être être disproportionné par rapport à ses besoins. Tu vois ce que je veux dire? Qui va être très très cher, effectivement, qui va convenir à un autre type de client. Je sais pas, si tu es dans une boîte de conseil de 50 personnes, tu vois, et que tu as déjà signé avec PwC, c'est intéressant de lui montrer dans un premier temps combien ça coûtait à PwC. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et PwC, c'était peut-être 50 000 euros. Et puis, en fait, eux, ça va leur coûter 5 000 euros, mais ça va leur convenir, tu vois. Tu vois, et comme ça aussi, ils se projettent, ils se disent, OK, moi, quand je deviendrai PwC, entre guillemets, ça va me coûter 50 000 balles, c'est un investissement de 50 000 euros, mais par contre, j'aurai tel bénéfice. Mais je te rejoins parce que moi, j'ai suivi aussi notre formation vente. Et en fait, le but, c'est vraiment de cibler déjà dès le départ dans ce que tu faisais comme offre, ceux qui pouvaient convenir aux clients, donc pas quelque chose de trop gros ni quelque chose de trop petit, mais commencer par une offre et ensuite amener une offre qui est plus chère, mais en fait qui comporte des autres avantages, des autres services. Plus de bénéfices. Ouais. Dans la plupart des cas, les clients signaient quand même pour l'offre la plus chère, en fait. Donc c'était tout à fait inverse comme tactique que moi j'avais. Ça dépend des produits et tout. Hein, mais... Inverse dans quel sens que tu commences justement par ton offre la moins chère. Ah oui, dans ce sens-là, et puis tu en proposes une autre avec des services complémentaires aux clients. On dira, ah, mais alors c'est ça, on a tout ça en plus comme service. Ouais. Le plus important là-dedans, c'est vraiment la projection et le social proof. Tu vois. Bien sûr. Ça, c'est le plus important. Après, je trouve que présenter la plus chère dans un premier temps, mais qui ne va peut-être pas convenir directement au client, n'est pas une mauvaise stratégie. Quand tu lances un produit, ton social proof, tu ne l'as pas encore. Donc, Alors, quand tu lances un produit, c'est un autre problème. Ton social proof, tu ne l'as pas, effectivement. Comment tu fais? C'est ça la question? Tu as toujours. Tu rames, voilà. Mais tu as toujours un social proof. Tu négocies la success story. Non, mais par exemple, ici, moi, dans un cas médical, ils ont toujours dit dans les hôpitaux, ils vont dire il faut qu'il y ait un hôpital au moins de taille équivalente qui a déjà pris le produit. Okay. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas un premier hôpital, ici, mais il faut dire ce qui est important, c'est pas que vous êtes seul, c'est que vous êtes le premier.
Ah, tu peux jouer Ils n'ont pas le même besoin. Non, mais Travailler gratuitement au début ou en tout cas faire un deal. Gratuit, on a dit que Gratuit, c'est pas bon. ça. il y a deux choses. Mais je suis d'accord, mais c'est parce que je dis le social proof. C'est vrai quand le produit est déjà là, etc. Mais pour toutes les startups et tout, c'est pas évident, quoi. Non. Donc, Mais attention, mais j'ai déjà lancé plusieurs fois des startups quand le produit n'existe pas, qu'il n'y a pas de. Je pense que par expérience, ce qui est intéressant, c'est pouvoir valoriser l'expérience proche ou similaire, en tout cas, qu'il y a eu par rapport au produit, et de pouvoir aussi montrer que tu es vraiment à l'écoute des besoins des clients, tu les comprends. À partir de là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de comparer avec quelque chose d'existant ou pas? Je ne sais pas. Ça dépend certainement d'un client à l'autre. Mais tu as plusieurs tips là-dessus sur quand tu n'as pas encore de clients. La première, c'est social proof, tu l'as quand même. Parce qu'en fait, tu as une expertise à apporter. Tu vois, je suis d'accord. Tu n'as pas de référence autre d'hôpitaux. Le produit n'existe pas toujours, donc on ne sait pas toujours comparer. Les clients n'ont pas spécialement exactement ce genre de produit et tout, donc c'est pas toujours facile, quoi. Mais là, dans le cadre facile. de ta nouvelle activité, tu as été CEO de. Voilà, donc tu peux. Oui, mais le fait de mettre ça en avant, c'est un argument social proofing. Hein. Ouais. C'est là où on rame un peu, quoi. Après, tu vois, tu n'as pas de client, il faut être transparent, quoi. Oui, bien sûr. Il ne faut pas tourner autour de beau. Aujourd'hui, on n'a pas de client, fair enough, OK. Par contre, tu peux jouer aussi sur un peu la rareté. Tu vois, tu as dit, OK, c'est peut-être on a aujourd'hui des ressources pour pouvoir vous embarquer dans vos besoins, tu vois, sur un timing qui est défini. Voilà. Mais dans Early Bird, tu sais, les adopters, c'est davantage que De nouveau, ça dépend dans quel secteur. Dans le secteur médical, le concept de rebirth, c'est un concept justement qui ne marche pas, quoi. Ils veulent pas être les premiers à essayer des trucs de la santé, quoi. Ça doit être un truc de certifié, machin et tout. Ah, tu peux dire, il n'y a pas encore une mort. Social proof, il y a une mort. Zéro mort. C'est un secteur qui a pas envie de changer, quoi. Ouais, change. On peut en discuter après. Explique-moi ce qu'ils ont changé, quoi. Bah oui, on diminue leurs moyens. Ils utilisent toujours du papier, ils utilisent toujours Ibowet, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait autrement que ce qu'ils ont fait depuis 20 ans? Moi, je serais ravi d'en discuter autour d'une bière. Très bien. OK, donc du coup, après, une fois, je pense qu'on a déjà discuté, la présentation d'une offre sous forme de package, c'est clair, parce que sinon tu rentres dans des discussions, tu vas plus te dire, ah ouais, mais vous coûtez 500 balles la journée, ils sont peut-être moins chers. Alors, c'est pas évident hein, si tu es une boîte de consultants, c'est que tu vas placer des freelances, c'est pas évident de le faire, mais mon beau-frère travaille chez Alten. Et voilà, il travaille sur projet, il parvient à vendre aussi un délivrable. Et ce qui est super important quand vous présentez le pricing aussi, parce que en fait, finalement, le pricing, c'est souvent un moment de tension, entre guillemets. Alors, surtout du côté des sales. Parce que le sales, c'est un peu le syndrome de la balle de match. Il se dit, wow, là, maintenant, il ne faut pas que je me loupe. Oups, c'était trop cher. Enfin, voilà, bon, il y a plusieurs trucs à mettre en place là-dessus. La première, c'est que convaincu que finalement, la valeur que vous apportez, c'est x2 par rapport au prix. Donc, comme ça, vous êtes relax. Mais il y a une friction qui se fait entre, d'un côté, le sales qui, on va dire, on va grossir le trait, il veut closer le deal, ce que j'aime pas dire. Normalement, ça devrait dire plutôt, il veut aider son client. Et puis, d'un côté, le client, lui, il va avoir une solution. Et lui, ce qu'il veut, c'est se projeter. C'est toujours ça, en fait. Il veut toujours se projeter. Et donc, pour ça, par exemple, avant, quand elle bossait chez Odoo, chez Jimly, bref, ce qu'on faisait, c'est que typiquement, on leur disait, le next step, ce serait un onboarding, ce serait un kick-off qui aurait lieu à tel moment, est-ce que vous êtes disponible? Sans même, en fait, envoyer le contrat, sans même parler de l'aspect contractuel, quoi. Et c'est assez intéressant et ça marchait. On a même lancé des projets sans que le contrat ait été signé, alors à J-1, quoi. C'est un peu risqué, mais voilà, à un moment donné, il y a cette confiance d'une part, et puis consistency, je ne sais pas comment on est en français, en anglais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passes beaucoup de temps sur un projet, tu as donné ton accord, tu t'es engagé, tu ne vas pas revenir en arrière, tu vois ce que je veux dire? Et si tu bosses avec des boîtes sérieuses, c'est pas possible. Alors,
clairement, quand tu es dans les gros comptes B2B, l'aspect contractuel est super important et le CEO, le marketing manager, peu importe votre interlocuteur, va vous dire va vous dire écoutez, nous, on ne fait pas le kick-off tant qu'il n'y a pas l'aspect contractuel qui est validé, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si vous avez des petits comptes, des TPE ou bien des startups, c'est plus la débrouille, mais c'est un peu plus olé olé. Et donc, du coup, vous pouvez sans problème déjà prévoir un date de kick-off, ça engage le client, ça vous engage aussi de votre côté. Et puis après, signer le contrat le jour avant le kick-off. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est des choses que vous faites déjà? Non? Je vous avoue, on se faisait avant, maintenant, pour moi. Ça dépend un peu chaque fois. On ne vend pas non plus des contrats super chers. Moi, je suis assez sur le côté où une fois qu'on a un OK verbal et que la personne est, entre guillemets, hookée, entre guillemets, moi, je lance des discussions. Mais moi, je pars sur le trust et puis je pense que si on a un accord oral, après, ça dépend des T's and C's, etc. Mais globalement, je lance et puis on voit. Il y a toujours moyen de se rétracter. Tu vois, si ce n'est pas fait, on revenir en arrière. Ouais, c'est un équilibre à avoir entre, à un moment donné, tu vois, le temps que tu as passé sur un potentiel lancement versus l'engagement de ton client. En général, les clients qui se rétractent, ils ne vont pas venir. Ouais, c'est clair. Donc voilà, un rétro-planning, super important. Pas que le kick-off, mais aussi le délivrable à la fin. C'est-à-dire, dans 2 mois, vous serez opérationnel normalement, si tout se passe bien. Et vous aurez, votre plateforme qui est installée, vous aurez, ça va changer, entre guillemets, votre vie, si tout va bien, bien sûr, si vous respectez vos obligations. Mais de nouveau, c'est se projeter, quoi. Et donc c'est ça, c'est vraiment parler de ces futurs benefits, ces next steps, ces skills, etc. J'étais assez vite, hein. Ouais. Je vais résumer ici les 7 steps. Maintenant, vous avez des questions sur, grosso modo, les conseils que je vous ai donnés? Non, super clair. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille sur une proposition. Je vous montre les étapes. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est formulé. Et puis après, si vous, de votre côté, vous voulez partager des offres et qu'on les regarde ensemble, c'est avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un a ramené ces offres? Vous avez le devoir. C'est juste pour savoir si vous lisez bien les tartines. T'as écrit une tartine? J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Non? Non. Toi, tu l'as vu. Ça va, super. C'est quoi qu'on l'a pas vu? N'hésitez pas à me dire si j'écris trop aussi, parce que je suis vraiment en mode expérimentation là pour le moment. Donc voilà, si j'écris trop, parce que moi je mets tout le curriculum aussi du présentateur pour crédibiliser un petit peu les... Et on m'a dit, Bernard, t'exagères. La fois passée, ça. Oui. C'est bon. On n'a même pas de PDF. Ah, directement. Cette fois-ci, j'ai vu le titre, la même personne aussi. Comme quoi. En bref, ce qu'on veut, c'est qu'ils sont sur le site internet et qu'ils mettent leur carte et le demandent. Ok, juste pour vous montrer du coup un exemple d'offre, ça vous parlait. Tout à fait, c'est une vieille offre, donc il n'y a pas de souci par rapport à BD, tout ça, pas de stress. Un client qu'on accompagnait qui est dans le marketing digital, donc ils vendent des campagnes. Voilà. Et donc en fait, le client ici, c'est Epar, c'est de l'eau, vous voyez peut-être, ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que dès le premier slide, en fait, quand je dis set de tone, c'est clair. Et ça, c'est super important, c'est qu'on a mis les objectifs. Donc, le client peut se projeter. Le timing aussi, il n'y a pas de discussion, il y a un rétro-planning, tout ça est bon. On est bien d'accord, juillet, août, septembre, ok, basta. Le budget, entre 10 et 20 000, la fourchette qui a été validée, donc on est bien d'accord, avec les 3 packs. donc voilà. Alors, la localisation, la Belgique, mais ce slide-là, il est super important. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je peux arrêter ou continuer la présentation en fonction de la tournure, quoi. Je comprends pas en fait ce slide. Je vois pas en fait ce que ça prend, parce que je trouve en fait très vague.
enfin, pour moi, pour avoir travaillé dans le marketing digital. Les objectifs, ok, tu as un truc, une description. Le timing, tu as 3 mois, c'est ta durée de campagne. C'est ça durée la campagne. Ton budget, tu as du simple au double. Donc, et ta localisation, Belgique, généralement, quand tu fais des campagnes, tu splits en fonction des. Et si c'est pour augmenter ta part de marché en Flandre, donc je trouve ça bizarre. Mais je comprends pas en fait ce slide. Je comprends pas à quel moment il intervient et ce qu'il veut dire en fait par rapport à ton process. Alors, très bonne question. Donc en fait, ici, c'est une campagne de marketing d'influence qui vendent à Epar. Et donc l'objectif du client, c'est d'augmenter sa part de marché en Flandre. Donc évidemment, il y a tout le contexte derrière, donc c'est normal. Grosso modo, ici, le deuxième objectif, c'est du brand awareness. Et puis le troisième qui est sous-jacent en fait, c'est de recruter des nouveaux consommateurs sur la Flandre, tu vois. Le timing, puisque en fait l'offre était à ce moment-là présentée au mois de mai, c'est de se dire ok voilà, si on est d'accord, eh bien en fait on va lancer à partir du mois de juillet, septembre, on va faire la campagne sur 3 mois, tu vois. Tu vois. Et le budget, puisque voilà, à ce stade-ci on a parlé d'une fourchette de pricing. On va être entre 10 et 20 000 euros en fonction du nombre d'influenceurs que va contracter en fait le client qui va vouloir avoir, tu vois. Et la localisation, ça va me dire que c'est en Belgique, on aurait pu mettre la Flandre effectivement. Mais ça peut être un peu partout où il y a des néerlandophones, ça va dépendre un peu des influenceurs, c'est ça? Ouais, ça va dépendre des influenceurs. Donc ça peut être un peu partout. Ouais, mais ici, ça répond à ta question du coup? Ouais, pour moi, c'est un peu loin de la réalité du terrain, mais bon, ok. C'est un exemple. Ouais, c'est 100% du terrain. Non, parce que j'ai géré pas mal d'agences. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des grosses boîtes avec lesquelles j'ai géré pas mal d'agences. Bon, je recevais ça voulait rien dire, quoi. Mais voilà, c'est pas assez précis. En fait, pour moi, si tu remets une offre à un client, il faut quand même quelque chose de vachement plus précis. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Mais c'est le premier slide. Ouais, c'est ça. C'est ça que je comprends pas trop dans le contexte. Mais tu voilà, le représentais comment? Non, mais c'est intéressant. Tu le représentais comment? Que ça a été closé, enfin, c'est très bien passé, mais après, vas-y. Je sais pas, tu mets un peu en avant les différentes actions que tu veux faire. Faudrait voir un peu l'ensemble en fait de l'offre. Ouais, mais c'est le but. Hein. Voilà. Donc je vais voir un petit peu. C'est résumé, ça. Ça, c'est le premier slide, c'est 2 tonnes. Quoi, tu vois. Résume ce qui vient après. Ouais, exactement, c'est le premier slide. Ouais, tu veux dire quelque chose? Dans ton process de vente, en fait, ça intervient. Tu as déjà eu combien de rendez-vous avant? De rendez-vous. Donc ici, il y a eu le premier rendez-vous qui est une première présentation globale. Le deuxième, c'est un briefing, simplement, tu vois. Et sur base de ce briefing-là, tu vois, on va présenter une offre. Tu vois. Okay. Mais il y a 18 slides. Hein. Tu vois, donc... Non, mais j'essaie de comprendre le contexte. On est d'accord. Je pense que c'est mon expérience perso. Donc, non, mais écoute... Ça te fait gagner du temps. Des fois, tu passes pour slide 2. Quoi. Ouais. Non, mais donc ici, tu vas plus dans le détail. Tu vois, tu vas plus dans le détail. Et donc là, du coup... C'est pour ça que c'est bien. Là, vous dites Belgium Planners. On peut discuter, raison. parler de ses expériences. Tu vois, ici, on est toujours en fait dans cette première phase de set de tone, objectif, tu vois, et on va un peu plus précisément. Tu vois, on était vraiment général et tu l'as bien dit, mais on va plus précisément. Le target group, c'est 35-55 ans. C'est sur la Belgique, mais principalement sur la Flandre, effectivement. Le type d'influenceur qui va bosser. Le target audience, 35-50 ans, voilà. Et ensuite, tu vois, le challenge qu'ils vont utiliser sur Instagram. Tu vois. Là, ça parle déjà plus, j'imagine. Oui, mais bon, j'essaie de transposer ça à l'atelier de fois. Ouais. Tu vois. Après, tu vois, ici, on va plus loin dans la projection. Tu vois. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment dire voilà, l'objectif ici, c'est long-term communication du départ. Ils ont mis, tu vois, un hashtag drink du départ. Et donc, en fait, il y a différents touchpoints qui ont été faits en fonction en fait, du momentum. Quoi. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais ça correspond à cette phase où vraiment on va se projeter et en fait, on va déjà effectuer un battle planning, c'est-à-dire, OK, en septembre, on a terminé. Et le thème de la campagne, ça va être Hydrate Body to Free Your Body. C'était imagé ou c'est quoi ça correspond à quoi ça? Ça, c'est la campagne. La campagne. Ouais, le nom de la campagne. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vois, donc voilà. Après, tu as le concept créatif. Donc là, on a la partie de démonstration.
je ne vais pas aller dans les détails et expliquer tout le truc, hein, mais on est vraiment dans la partie de démonstration. On explique en détail qu'est-ce qui va être fait, avec quel réalisable, tu vois. Donc, tous les délivrables derrière, step 1, step 2, donc les stories, les posts, voilà. L'histoire qui était écrite autour du concept, donc Hydrate Your Body. Et puis ici, on a repris, ils ont repris effectivement une timeline pour expliquer. Il y avait une variante d'un concept, donc ils ont proposé 2 concepts. Donc là, c'est assez détaillé également. Et puis après, c'est une liste d'influenceurs. Mais là, on est vraiment dans la partie démonstration. Donc en fait, dans la partie démonstration, ils ont même proposé 2 concepts. Et donc en fait, ces parties-là, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, voilà, la première concept créatif, on propose… C'est ça qui change de prix alors? Le concept créatif? Non. Oui, bah là, de faire l'un ou l'autre concept, non? Ou les deux, non, pas spécialement. Pas spécialement. Ce qui changeait le prix dans ce cas-ci, c'est vraiment le nombre d'influenceurs et le type d'influenceurs avec lesquels ils travaillent. Ah oui, ok. Tu vois. Le concept créatif, c'était plutôt dire, voilà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt sur travailler ici avec des femmes qui viennent d'accoucher, ou bien est-ce que vous êtes plutôt sur un autre type de target group, et donc un concept créatif, quoi. Et donc, cette phase de démonstration qui est super importante parce qu'après ça, ils vont poser, il y a un moment de questions-réponses qui va se faire et déjà de voir avec le client à ce moment-là, est-ce qu'on est en ligne ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Après, voilà, ils ont proposé des profils d'influenceurs, c'est toujours dans la démonstration. De nouveau ici, pour montrer dans la méthodologie, donc réassurer le client, le workflow, avec comment ça va se passer, quoi. Et ça, c'est super important. Ça montre le professionnalisme de l'entreprise. Une fois que vous avez signé le contrat, tac, ils vont chercher les influenceurs. Le client a validé les influenceurs, tac, il lance la campagne. Et puis après, derrière, il y a un follow-up qui se fait avec un reporting, avec un account manager. Donc, ça montre vraiment l'encadrement qu'il y a et c'est quand même assez rassurant d'avoir une entreprise qui est professionnelle, qui sait de quoi il parle. On dit, OK, ça va. On lance, on a le délivrable, ça suit, quoi. Tout ce qui est inclus, tout ce qui n'est pas inclus, je ne vais pas aller dans le détail. Et puis après, le pricing, effectivement, avec les fameux 3 packs. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va changer? Grosso modo, ça va être vraiment les délivrables, hein, donc le reach qui est estimé, donc le reach unique qui est estimé. Le taux d'engagement, ça va pas changer, mais ça va être ce qui va changer aussi, c'est le nombre d'influenceurs. Et donc là, en fonction du nombre d'influenceurs, tu payes entre 10 et 20 000 balles. Donc là, c'est important aussi de donner du social proof, de dire, voilà, la campagne à 20 000 balles, ça convient à une entreprise qui veut vraiment faire un gros boost sur la visibilité. L'awareness pack, c'est pour faire vraiment une première entrée sur le marché et puis tu donnes des références. Des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est le procédé. Mais donc là, ici, l'intérêt évidemment de faire des packs, c'est que donc là, on n'a pas commencé à négocier sur le prix en tout cas. Après, il peut arriver qu'ils disent finalement, nous on a un budget de 14 000 €, et alors là, ok, tu peux toujours adapter. Mais en tout cas, les packs qui sont là, le pricing est tout fait. Donc, voilà. Est-ce que maintenant, ça te paraît plus clair pour toi? Ouais. C'était plus long qu'un slide. mais voilà. Et puis après, ici, après, le prix augmente en fonction du succès. C'est ce que tu montrais. Ça. Le prix augmente en fonction du nombre d'influenceurs et du succès, c'est le reach. Ouais. Et les vidéos ou non, c'était. Alors, ouais, si tu vas dans les détails, effectivement, tu vois, une story, ça coûtait moins cher qu'un post, tu vois. Donc, ici, le post va coûter un peu plus cher, ce qui est logique. Et alors, les vidéos, là, il n'y en avait pas. Donc, il n'y a pas de… Dans l'autre slide. Oui, ça, je n'ai pas trop compris. Ici, il n'y a pas de vidéo. Hein? Il n'y a pas de vidéo dans le… Ah, là, il n'y a pas de vidéo. Mais donc, c'est ça qui est dans le slide d'après, tu as dit ce qui n'est pas inclus. Et parce que je ne sais pas si ici, c'était tout, y compris les autres formats, ou c'était… Ici, c'est simplement un slide pour dire voilà, ce qui n'est pas inclus dans le budget. Alors, ça va se retrouver également en contrat, tu vois. Mais other formats non plus. Other formats, c'est pour dire c'est juste autre format. Voilà, potentiellement, il peut mais proposer… ça peut être inclus. Parce que là on dirait que tout n'est pas inclus. Non, ça, c'est simplement c'est des options. Voilà, si maintenant, plus tard, ils veulent faire une autre campagne, tu vois, ils disent voilà, nous, on va aller sur TikTok, tu vois, ils peuvent activer, ils savent qu'ils peuvent le faire. Tu vois. Mais là, ça sera en plus.
Oui, bien sûr. Ok. Ouais, non, là c'est pas l'offre, quoi, tu vois. Ok. Donc, voilà. Ok. C'était rapide de nouveau. C'est bien, c'est clair. C'est bien, c'est clair. Ok, ouais, ça C'est bien. vous a parlé de... C'est très spécifique à. Voilà. Non, mais c'est chouette, c'est bien fait. C'est pas trop long, c'est bien.